Les Gilets jaunes, un mouvement qui a commencé à exister en France, mais pas seulement, puisqu'en Israël aussi, on a vu une première manifestation de ces Gilets jaunes. C'était vendredi à Tel Aviv. Et pour en parler, nous avons avec nous quelqu'un qui a participé à cette manifestation qui a eu lieu donc à Tel Aviv vendredi. Avec nous, Roni. Roni, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous. Alors vous faites partie d'un mouvement qui s'appelle Nikayon Kapaim. Nikayon Kapaim, oui. Et vous avez participé vendredi à cette manifestation. Alors c'était une manifestation, on va dire, des Gilets jaunes, mais c'était surtout symbolique. Quel était le but de cette manifestation ? Alors, le but de la manifestation, c'était très simple, c'est le ras-le-bol général des consommateurs et de la population israélienne face à cette dictature des monopoles. En fait, ce qui se passe, c'est que on vient de nous annoncer les hausses les plus brutales qui ont jamais existé et depuis très longtemps, mais ces hausses de tous les produits de consommation viennent à la suite des hausses qu'on a eues pour les fêtes, qui ont été importantes au mois de septembre, et qui sont à la suite aussi des hausses qu'on subit régulièrement. Alors, si vous voulez, avant de vous parler du mouvement, je voudrais quand même vous expliquer les hausses. Ça concerne quoi exactement? Oui. On a OSEM qui va augmenter ses prix sur un tiers des produits. Et OSEM va augmenter ses prix de 4,5%. Alors OSEM, il faut dire, ce sont des produits de base comme les pâtes, des choses comme ça. Voilà. Oui, les biscuits, etc., les ouais. bambas. Ouais. On a l'eau qui va augmenter de 4,5%, l'électricité qui va augmenter de 8%, l'Arnona donc qui va augmenter de 2%. Les abonnements portables vont augmenter entre 10 et 15%. Ouais. Tnuva, qui a le monopole des produits laitiers, pareil, va augmenter. Prigat, Unilever qui est Telma. Ouais. Tous ces. Donc ce sont vraiment les produits de base qui vont augmenter. Oui, mais si vous voulez, quand vous allez au supermarché, ouais. Vous voulez choisir une boisson, vous tombez forcément sur Coca-Cola, avec toutes ces filiales. Vous voulez du thon, vous achetez que du Sachtovitch, vous achetez rien d'autre. Alors comment ces grandes sociétés, ces grandes entreprises expliquent cette augmentation des prix? Alors ils parlent de la baisse du shekel, mais tout ça c'est de l'esbrouf parce que en fait quand il y a une hausse du shekel, les prix baissent pas. Donc si vous voulez, il y a une raison qui est très simple, c'est que comme ils maîtrisent complètement le marché, ils font ce qu'ils veulent. Il y a un monopole, vous dites. Oui, et là on voit que nos élus ne font pas leur travail. On a des élus qu'on a mis en place qui sont censés nous défendre, nous, citoyens qui les avons élus. Et en fait, on se retrouve avec des gens avec des monopoles qui dirigent le marché et qui n'ont personne en face d'eux, qui ont des gens qui ont été élus et qui nous défendent pas et qui laissent faire les choses. Effectivement, il y a un moment qu'on demandait que le gouvernement rentre dans son rôle et qu'il défende le citoyen israélien face à ces monopoles, mais il ne le fait pas. Il y a un deuxième type de hausse qui est mis en place aussi. Oui. Si vous prenez par exemple des sociétés comme Similac pour les enfants, les lessives Ariel, les shampoings Pantene, etc., c'est des sociétés qui n'ont pas augmenté leur prix, mais qui ont diminué les quantités dans les emballages. Ça aussi, c'est une façon de rouler le consommateur israélien. Le pain va augmenter de 3,5%. Les voitures vont augmenter. Il n'y a aucune raison pour que les voitures augmentent. Et je veux dire, si vous regardez le panier moyen au super, il va augmenter de plusieurs dizaines de shekels. Alors, est-ce que le gouvernement a un moyen d'agir contre ces augmentations? Bien sûr, il peut faire exactement ce qu'il veut. Il peut les empêcher d'augmenter les prix. Il peut mettre en place un système de régulation. D'ailleurs, elle existe, mais elle n'est pas mise en place. De toute façon, c'est clair, ça se voit que le gouvernement est à la solde enfin, quand je dis le gouvernement, c'est l'ensemble des élus, parce que
la gauche et la droite travaillent ensemble et font la même chose. Et ils sont à la solde de ces monopoles. Alors, il faut que les monopoles arrêtent de mettre en place leurs lois et de soumettre le peuple israélien à cette dictature des prix. C'est pas possible. On est aujourd'hui le pays qui est le plus cher de l'OCDE. Quand vous regardez au supermarché, les prix de la consommation courante, des produits de consommation courante, sont entre 30 et 40% plus chers qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Je veux dire, c'est pas possible. Les gens gagnent ici en moyenne 6500 shekels. Vous pouvez pas leur faire payer des prix. Regardez le prix de l'immobilier, c'est pareil. Je veux dire, on arrive à des niveaux de prix qui ne sont pas acceptables. Je tiens juste à vous donner une petite information. En dehors du rapport La Tête, je vais vous en parler, mais les produits OSEM, par exemple, prenez OSEM Elite qui est connu aussi en Israël, c'est des sociétés qui vendent leurs produits 30 à 40% moins cher en Angleterre et aux États-Unis. Et en Israël, ils les vendent, je veux dire, comment est-ce que ces gens-là peuvent expliquer qu'ils arrivent à vendre leurs produits 30% moins cher? C'est-à-dire qu'on peut trouver les mêmes produits OSEM dans un supermarché, donc à Londres ou à Paris, moins cher que dans un supermarché ici à Jérusalem ou à Tel Aviv. Minimum 30% moins cher. Vous pouvez trouver OSEM Elite et tous les autres. Vous pouvez trouver ça 30% moins cher en Angleterre. Il y a une étude de prix d'ailleurs que je vous conseille d'aller regarder sur notre page Facebook Nikion Kapaim, qui est une étude qui a été faite au dixième de shekel près pour vous dire quels sont les prix à l'étranger et quels sont les prix en Israël. C'est un comportement de voyou qui a été mis en place par les monopoles. Juste pour que vous ayez une petite idée, quand un supermarché fait ses courses chez ses fournisseurs en Israël, il a 5 fournisseurs qui couvrent la moitié de ses approvisionnements. D'accord ? Donc il y a vraiment un monopole. 5 fournisseurs qui couvrent la moitié de ses approvisionnements, et vous avez, pour l'autre moitié des approvisionnements, vous avez 1150 fournisseurs. Alors, il y a quand même au sein du gouvernement un ministre qui se dit, on va dire, ministre Chevrati, qui s'est engagé, en tout cas, lorsqu'il a fait campagne, justement, de partir en guerre contre ces monopoles, de faire quelque chose, justement, pour ces classes moyennes et ces classes qui ont des difficultés à boucler les fins de mois. Il s'appelle Moshe Kahlon. Que fait, justement, le ministre des Finances dans ce domaine ? Si vous voulez, Moshe Kahlon, je veux pas l'attaquer personnellement parce que lui, il fait partie de tout un système. Mais ce qui s'est passé, c'est que on a eu droit aux promesses, on va dire habituelles des personnes qui veulent être élues, et une fois qu'elles sont élues, elles ne font rien. Je vais juste vous donner un exemple. D'abord, Kahlon n'a absolument rien fait pour casser les monopoles. Absolument rien fait. Je vais vous donner un autre exemple. C'est que Kahlon a mis en place un nouveau monopole en Israël, qui est le monopole du ciment. En Israël, on achetait du ciment. Alors, il y avait une usine qui fabriquait du ciment en Israël où il y avait 250 personnes qui travaillaient. Et puis, le reste du ciment, on l'achetait en Turquie et en Grèce. L'usine qui fabrique le ciment en Israël est allée voir Kahlon en lui disant oui, on veut pas de concurrence parce que ça fait baisser les prix. Le ciment grec et turc font baisser les prix. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis une taxe de 20% sur le ciment grec et turc, de telle façon à ce que cette usine puisse augmenter ses prix, améliorer ses marges. Et résultat, qu'est-ce qu'on a ? On a, à partir du moment où vous augmentez le ciment, vous augmentez le prix de l'immobilier. Bien sûr. Donc, oui, et de l'immobilier et de tout le reste avec. Ça veut dire que Kahlon, il vous explique qu'il est là pour faire baisser les prix de l'immobilier, alors que pas du tout. Il a rien fait baisser du tout, il l'a fait augmenter. Je vais vous donner un autre exemple. C'est que Kahlon, il a mis en place un truc qui est vraiment scandaleux en Israël, qui s'appelle la loterie pour les jeunes pour obtenir des logements. Entre-temps, cette loterie, elle ne marche pas, on est tous rendus compte, et c'est tombé à l'eau. Mais ça veut dire quoi une loterie ? Ça veut dire que je vais choisir un certain nombre de personnes qui vont avoir droit à des appartements moins chers et d'autres non. À quel titre ? On ne sait pas.
c'est vraiment de la loterie. Alors, venez, on fait moi, je pense qu'il y a une super idée là à mettre en place. Venez, on fait une loterie aussi pour le Coupatrolim. On fait une loterie aussi pour la distribution de l'eau. Ouais. Certaines personnes auront de l'eau pas chère et d'autres plus chère. Et pourquoi pas une loterie pour les hôpitaux, je veux dire, mais il faut arrêter cette blague. Il faut arrêter. Ça s'appelle pas un ministre des Finances. Et je veux dire que ce soit Carlon ou un autre, ils sont tous pareils. Alors, il faut qu'ils décident d'arrêter de prendre les Israéliens pour des vaches à lait. Il faut que les Israéliens se réveillent et descendent dans la rue. Alors justement, et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors justement, il y a eu une première manifestation qui a eu lieu vendredi à Tel Aviv, à Jérusalem aussi, je crois, avec donc ce symbole des gilets jaunes par rapport à ce qui s'est passé en France. Mais on a vu que il n'y avait pas beaucoup de monde quand même à ces manifestations. Alors comment vous expliquez justement que malgré ce ras-le-bol des Israéliens, malgré que la vie en Israël est très chère et que c'est très difficile, les Israéliens ne descendent pas dans la rue? Alors les Israéliens ne descendent pas dans la rue parce que ça fait des années et des années qu'on se moque d'eux, qu'on leur fait croire qu'on met en place des commissions à la Knesset et qu'elles servent à rien. D'ailleurs, Carlon, vendredi, dès qu'il a entendu qu'il y avait une manifestation des Gilets jaunes israéliens, je tiens à préciser quand même qu'on n'a rien à voir avec les Gilets jaunes en France. C'est beaucoup moins violent. C'est pas violent du tout d'ailleurs. Non, mais bien sûr, c'est pas violent. Et puis bon, je veux dire. Mais c'est symbolique, on n'a rien à voir avec tout ça. Mais c'est un beau symbole, on va dire, puisque ces Gilets jaunes sont en train de naître au Liban, en Égypte. Je veux dire, au Moyen-Orient, les Gilets jaunes sont aussi actifs. Mais alors, pourquoi les Israéliens ne bougent pas? Parce que ça fait des années qu'on se moque d'eux, ça fait des années qu'ils se battent, et à chaque fois on les roule dans la farine. Ils sont un peu fatigués. Et puis je vais vous dire une chose, un Israélien aujourd'hui qui gagne entre 6 500 et 7 000 shekels par mois, je vais vous donner 2-3 chiffres très simples. Ouais. 70% des Israéliens ne bouclent pas leur fin de mois. 70% des Israéliens gagnent moins de 10 000 shekels par mois. Et 50% des Israéliens gagnent moins de 6 500 shekels par mois. Ouais. D'accord? Avec des gens qui ont 1 ou 2 travails. Est-ce que vous croyez qu'ils ont le temps? Non seulement ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, est-ce que vous croyez qu'ils ont le temps et le courage et la force de sortir dehors et de manifester? Les Israéliens, ils sont tenus en laisse avec ce système de bas salaire, d'immobilier haut, de hausse de prix. Je veux dire, ils n'ont plus la force. Nous, on va leur donner la force. Nous, on va expliquer, on va essayer de les motiver. Mais la particularité des Gilets jaunes, cette fois-ci, en Israël, c'est que c'est un mouvement qui vient d'en bas. Ouais. D'accord? C'est un mouvement qui vient pas d'associations ou de politique il n'y a pas de leader, il n'y a rien. Il y a juste un certain nombre de personnes qui ont décidé de se mettre ensemble et de se réveiller. Un mouvement civique. Est-ce que vous allez continuer dans ces manifestations? On avait vu à une certaine époque, il y avait des manifestations, c'était dans un autre domaine et c'était un autre sujet, mais chaque samedi soir, une manifestation à Tel Aviv. Est-ce que vous allez continuer aussi? Non, mais là, on est en train de mettre en place un certain nombre d'actions qui vont être des actions qu'on divulguera au fur et à mesure du temps. Ce qu'il faut, c'est que les Israéliens, et vraiment, je fais appel à tous les francophones israéliens, et ce sera de participer à ces mouvements, parce que c'est un scandale la façon dont la presse francophone informe les Israéliens. Ils ne sont au courant de rien. Ils passent leur temps juste à dire, dès qu'on essaye de dire quelque chose sur la vie chère ou sur quelque chose qui ne va pas en Israël, on nous dit vous êtes des gauchistes, etc. Moi, je suis personnellement au Likoud, et ça, vous le savez, Olivier, et depuis des années. Et moi, je me bats de l'intérieur. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau parti qui est en train de se mettre en place au Likoud qui s'appelle le New Likoud. Et je peux vous dire qu'on est en train d'essayer de changer les choses de l'intérieur. Donc, on essaye de nous faire taire en nous traitant de gauchistes, etc. Tout ça, c'est des techniques qui sont connues pour essayer de faire taire les gens. Moi, si vous voulez, ce que je voudrais dire, et ce sera le mot de la fin. N'est pas un mouvement politique, il y a chez nous des gens de tous les bords. Il faut nous suivre sur Nikion Kapaim et il faut suivre tout ce qui se passe chez nous pour arriver à savoir
quelles sont les actions qu'on va mener, quelles sont les actions qu'on va mettre en place. C'est un peu difficile de vous expliquer d'avance ce qu'on va mettre en place parce que, mais on va vous suivre. Qu'en fait, on peut pas non plus divulguer. On veut que ça soit à chaque fois une surprise et on veut que ça soit mis en place de façon rapide et efficace. En tout cas, si vous voulez suivre donc la page Facebook de Nikeon Kapaim, donc pour vous suivre et pour en connaître davantage sur ce que vous avez l'intention de faire justement dans ce domaine. Et puis bien entendu, vous parliez de la presse francophone, mais en tout cas, vous avez toujours la parole sur Studio Kael'ita. Non, mais je ne pensais pas à vous, Olivier. Non, je vous remercie d'ailleurs de me laisser la parole à chaque fois que je la demande. Non, je ne pensais pas du tout. Non, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, et puis bonne chance pour ce combat, pour cette bataille que vous avez entrepris de faire pour une vie moins chère en Israël. Merci, bonne journée à vous, Merci, Ronnie. Olivier. Bonne journée, à bientôt. Merci.